Merci beaucoup d'être venus nous attendre. C'est bien. Merci à toi. C'est sympa de garder, je trouve, malgré les temps difficiles, de garder un petit peu des activités hors emploi du temps obligatoire. Alors voilà, moi, je vais faire un exposé à la feuille, tout le tableau. Je vais alors, je vais vous parler un petit peu de calcul des variations. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, je vais d'abord vous présenter pour quelques exemples un peu de motivation sur ce que j'entends par calcul des variations. Donc, il y aura d'abord quelques motivations qui viennent. Des motivations qui viennent de la physique, certaines que vous connaissez, enfin, que tout élève de classe prépa connaît, et aussi des motivations qui viennent de la géométrie, des problèmes de géométrie, et plus généralement des problèmes d'optimisation, trouver le minimum d'une quantité donnée. C'est des choses qui vont marcher même si la quantité en question à minimiser n'est pas une simple fonction d'une variable réelle. Il y a quelque chose d'un petit peu plus abstrait, un peu plus compliqué. Alors, je ne vais pas non plus être exhaustif, mais voilà, je vais essayer de présenter quelques aspects. Donc, physique, géométrie, optimisation. Et puis, donc, j'ai envie de parler des outils qui permettent de traiter le problème, de minimiser, de ce problème de minimisation. Et les outils, donc, il y a une quantité qui va s'appeler le Lagrangien. Je pense que pour aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, mais il y aura une troisième partie qui s'appellerait la formulation hamiltonienne. Et ce qui est intéressant, c'est que ces formulations qui datent de Lagrange, donc fin du 18e, et de Hamilton au milieu du 19e, sont très souvent utilisées dans beaucoup de théories en physique. Les théories en physique, les équations qu'on retrouve du mouvement, par exemple, en étudiant enfin, de mécanique, viennent de cette formulation. Alors, on peut les retrouver à partir de cette formulation, et les théories physiques actuelles, la relativité générale, les théories des champs en général, en physique, se formulent avec ces objets. Donc c'est vraiment très robuste, très, très puissant. La troisième partie donnera lieu à notre exposé, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Mais là, je pense que c'est faut pas y compter pour aujourd'hui. Donc, déjà, quelques exemples un petit peu où on a ce problème de vouloir minimiser quelque chose. Par exemple, en physique, quand on fait de l'optique, vous savez qu'il y a un principe, le principe de Fermat. Alors, c'est beaucoup plus ancien, Fermat. Mais Fermat dit la chose suivante, c'est que un rayon lumineux, pour aller d'un point à un autre, il va suivre le trajet le plus court, alors non pas en distance, mais en temps parcours. Donc la lumière suit le chemin, minimisant le temps parcours. Donc, parmi tous les chemins possibles, une première question, c'est de savoir, suivant dans quel milieu vous vous trouvez, quel va être celui qui a le plus petit temps de parcours. Alors, il y a un premier exemple simple, c'est quand vous êtes à l'interface entre deux milieux, où l'indice optique est le même en tout milieu, pour chacun des deux milieux. Donc, vous avez la situation classique en optique, où vous avez en haut, ici, un premier milieu qui a un indice optique N1, d'accord, et puis en bas, par exemple, ça c'est de l'air, ça c'est de l'eau, par exemple. En bas, vous avez un indice optique N2,
N2. Et puis, vous avez un point ici, vous avez un point là. Et donc, vous voulez savoir qu'est-ce que doit faire mon rayon lumineux pour que le temps de trajet soit plus court, sachant que cet indice va affecter la vitesse du rayon lumineux. Donc, la vitesse du rayon lumineux, elle va être comment? C'est la vitesse, ça va être V1 ici, qui va être la vitesse de la lumière dans le vide, divisée par N1. Alors, normalement, je devrais dire peut-être vitesse de phase, pour les physiciens, mais bon, je passe un peu là-dessus. Et donc, pour la deuxième phase, ce sera de même la vitesse de la lumière divisée par l'indice optique. Donc, par exemple, dans l'eau, il y a un indice optique un peu plus grand que 1. La vitesse de la lumière dans l'eau, la vitesse de phase va être un peu plus petite que 300 000 km par seconde. Et donc, en prenant en compte ça, se pose le problème suivant. Donc, on peut mettre des coordonnées sur notre figure. On va dire, par exemple, qu'on a l'origine ici et que l'interface, c'est un axe OX. Que ce point B, il se trouve à une abscisse A. Et puis, éventuellement, peut-être pour simplifier un peu les calculs, on peut supposer qu'on a la même hauteur ici et là, quitte à l'enlever après. Et donc, voilà, on va avoir peut-être un chemin qui va faire comme ceci, qui va arriver à l'interface à ce point-là. Ensuite, il va plonger vers le point B, donc avec un angle différent que l'angle d'incidence. Donc, vous avez en fait deux quantités qui sont remarquables ici, qui sont l'angle d'incidence et puis l'angle réfléchi, enfin pas réfléchi, mais plutôt de réflexion. Ça s'appelle I2. Et donc, vous avez, après, c'est un petit problème, puisque la vitesse ici, elle vaut V1, elle est constante, puisque la vitesse ici, elle vaut V2, elle est constante. On peut mesurer la longueur de ce chemin en fonction de la position de ce point. Donc, appelons-le X, d'accord? Et puis, dans ce cas, finalement, la fonction à minimiser, c'est juste une fonction de la variable réelle X. D'accord? Donc la longueur, alors plutôt le temps de trajet. Le temps de trajet, on va l'appeler et donc, le problème est de savoir quelle position de vis va avoir le minimum de temps de trajet. Alors là, pour le coup, c'est simple, il suffit d'annuler la dérivée. Et en annulant la dérivée, vous avez donc la position d'un extrémum, qui va être en l'occurrence le minimum de temps de trajet. Et quand vous vous situez en cet extrémum, vous obtenez la relation, la loi de Snell, Descartes, qui vous dit que les angles d'incidence et angles de réfraction sont reliés par cette formule. Et ça, vraiment, c'est un exercice. Alors, il faudra expliquer un petit peu la mise en équation, mais après, c'est juste, il s'agit de dériver une fonction et d'annuler sa dérivée pour trouver ensuite cette formule. Donc, ce petit exercice qui ne pose pas de problème. Alors maintenant, plus généralement. Ta vitesse, elle est donc pas continue, c'est horrible. Pardon ? La vitesse, elle n'est pas continue. La vitesse n'est pas continue, mais c'est horrible. En fait, ça dépend de x. Le problème dépend plus de x. Donc, il n'y a pas de. Voilà, il ne faut pas s'embêter avec la vitesse. Pas la vitesse d'une particule, t'inquiète pas. Voilà. Alors, plus généralement, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais plus généralement pour vous dire différents dessins, c'est que quand vous voyez en été un mirage sur la route, on peut essayer de comprendre ce qui se passe. C'est que vous avez par exemple vous avez votre route goudronnée qui est bien chauffée au soleil, il y a un rayon du soleil qui arrive parallèlement comme ça. Et puis vous êtes là, il fait chaud, donc
s'il fait chaud, ça veut dire que la température va être plus élevée vers le sol que vers l'air. Vous avez évidemment un gradient de température dans cette direction. Et puis, ben, il se trouve que s'il y a un gradient de température dans un sens, il va y avoir l'indice optique vers le contraire. L'indice optique N va être plutôt plus faible quand les températures sont élevées et plutôt plus élevé quand les températures sont faibles. Alors, bon, c'est pas forcément linéaire. En tout cas, vous avez un gradient de l'indice optique dans cette direction. Et donc, eh ben, on sait que la lumière elle va plus vite dans un milieu où l'indice optique, le petit n, il est faible. Donc, ici, hein, si n il est proche de 1, la vitesse va être proche de c, etc. Et donc, bah, ça veut dire que pour minimiser le temps de trajet, la lumière, elle n'a peut-être pas intérêt à faire ça pour aller vers le voyageur. Elle a peut-être plutôt intérêt à prendre, par exemple, ce chemin-là et à faire comme ça pour passer dans la zone où elle va aller plus vite. Et comme ça, ben, il y aura bien une minimisation du temps de trajet. Et donc, le résultat, c'est que vous voyez un morceau de ciel qui semble provenir de la route. C'est pour ça qu'on a l'impression de voir de l'eau une fois sur la route. Et donc, ça, c'est un premier exemple. Et alors, qu'est-ce qu'on. La quantité à minimiser, simplement, comment on peut l'écrire? Le temps de trajet. Alors, par exemple, si je prends le temps de trajet pour arriver à l'observateur, alors dans un premier temps, on va juste écrire complètement l'intégral de 0 à t de dt. Et puis maintenant, on a envie de se placer sur le chemin qui va minimiser ce temps de trajet. Donc ce chemin ici, voilà, par exemple, ce chemin-là. Et donc ce chemin, alors par exemple, on part au début de ce point-là, puis on arrive à l'observateur, et puis donc, on va se placer en fait, on va changer on va faire un petit champ variable, on va se placer dans les coordonnées, ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. Donc ça c'est plus, c'est en fait la coordonnée le long du chemin, la coordonnée de longueur le long du chemin. Et alors comment ça va s'écrire? Le long du chemin gamma. Alors voilà, on a les notations pour des intégrales aussi le long d'un chemin. On va faire la somme de tout petits éléments de longueur infinitésimaux, qui mesurent ds. On appelle ds cet élément de longueur. Et bien sûr, ça va, pour retrouver le dt, il faut diviser par la vitesse. Et puis, le 1 sur v, pour terminer, par rapport à la vitesse de la lumière, qu'est-ce que c'est? 1 sur v, c'est n sur c. Voilà, ça. Donc, ça va être 1 sur c, l'intégrale le long de gamma de l'indice optique évalué au point, en ce point-là du chemin, donc au point S. Donc ici, on a juste un petit peu changé la forme de ce temps de parcours à minimiser et on fait apparaître une intégrale, mais qui va dépendre du chemin qu'on choisit. Et donc, la question, ça va être comment minimiser cette quantité en choisissant bien le chemin gamma. D'accord? Est-ce que jusque-là, ça va? Alors, je vais peut-être continuer avec d'autres exemples. Par exemple, vous avez le même problème et qu'on peut vraiment formuler de la même manière quand vous essayez de faire rouler une bille le long d'une gouttière entre un point A et un point B. Ça s'appelle la brachistochrone. Vous connaissez? Ouais. Donc la brachistochrone, on fait le schéma, c'est ça, on a un point A, on a un point B ici, et puis donc dans un champ de gravité uniforme G, on suppose que sur la gouttière, quelle que soit la gouttière qu'on prend, il n'y a pas de frottement. Voilà une gouttière sur laquelle on va se déplacer, va glisser sans frottement de l'axe M. Et puis donc, alors par exemple ici, j'ai pris une forme de gouttière qui est un chemin gamma. Et la question c'est quelle forme je dois donner à la gouttière pour que le temps de trajet entre A et B soit minimal.
Donc voilà, dans ce cas, pareil, on pourrait l'écrire un peu de la même manière, en le temps de trajet, et transformer le dt en utilisant aussi la coordonnée de longueur sur le chemin. Voilà, je donne un troisième exemple parce que ce sera aussi un fil conducteur pour la suite. Troisième exemple. Alors, déjà, si on fait de la géométrie dans le plan, on peut aussi se demander quel est le plus court chemin entre deux points, tout simplement. Je pense que c'est une question basique, c'est en distance cette fois. Donc, en minimisation de la distance. Alors, premier cas, c'est dans le plan euclidien. Bien entendu, vous savez que si je prends deux points A et B, parmi tous les chemins qui vont de A et B, qui vont de A à B, on a un qui va minimiser la distance. Alors, dans le plan euclidien, la longueur d'un chemin, si je prends par exemple un chemin gamma, la longueur d'un chemin gamma dans le plan euclidien, alors qu'est-ce que ça va être? Ça va être si on prend donc, ce chemin gamma quand même un peu près raisonnable, on va dire de classe C1, la longueur de gamma, si gamma, on va juste demander à gamma qu'il prenne la valeur A en 0 et qu'il prenne la valeur B en 1. On va se donner un chemin de classe C1 avec qui vaut gamma 0 et B qui vaut gamma 1. Initialement, on est en A et à la fin, on est en B. Et donc, la longueur de gamma, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le petit élément de longueur ds, ça va juste être gamma prime de t, alors norme filiale de gamma prime de t fois dt. Alors ça, comment on peut s'en convaincre? Alors, on est en train de faire la somme. On est en train de faire la somme de tous petits éléments de longueur qui sont le long du chemin. D'accord? Il faut imaginer qu'on a une somme de petits segments, de longueur de petits segments. Et chaque petit segment infinitésimal va avoir à peu près la longueur gamma prime de t fois le petit intervalle de temps. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. On pourrait vraiment montrer rigoureusement que si on fait des approximations de ce chemin avec des morceaux de segments, de la même manière qu'on construit l'intégrale d'une fonction de R dans R, d'un segment dans R, on pourrait montrer que si on prend des segments de plus en plus fins, on va converger vers cette quantité. Donc voilà la longueur de gamma. Et donc voilà la dépendance par rapport au chemin de gamma. Ça dépend en fait de la dérivée ici de gamma. Et donc tout simplement, comment on fait pour minimiser cette intégrale? Là, on connaît déjà quelle va être la réponse. On sait que la réponse, ça va être le segment de ligne droite entre A et B. Et pour montrer qu'on a bien cette minimisation, simplement, on peut minorer cette quantité grâce à l'inégalité triangulaire en l'intégrale, en la norme de l'intégrale de C1 de gamma prime de t. D'accord, ça c'est l'inégalité triangulaire pour les sommes. Et puis ici, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? On reconnaît simplement d moins a, si on veut, gamma 1 moins gamma 0, en intégrant directement. Autrement dit, c'est la norme du vecteur AB. C'est bien la distance qu'on soit entre Alors ça, on connaissait déjà à l'avance la réponse. Et d'ailleurs, le chemin gamma qui réalise ce segment de ligne droite, ce serait simplement le chemin qui a été associé, ce serait une fonction affine. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant si on change un peu de géométrie et alors, c'est un petit peu comme tout à l'heure, quand on changeait la température, ça changeait l'indice optique. Maintenant, on peut aussi faire de la géométrie qu'on appelle non euclidienne.
Donc, on appelle ça un exemple. Il y a un exemple, on fait de la géométrie monopienne qui s'appelle le demi-plan de point carré. Alors, ce demi-plan de point carré, ben, qu'est-ce que c'est? C'est à la base le demi-plan supérieur dans R2, privé de l'axe des abscisses, privé en fait. Les coordonnées x et y. Donc, c'est simplement l'ensemble des points dont la coordonnée y est strictement positive. Et puis, alors, au lieu de mettre le produit scalaire euclidien, comme on fait souvent en géométrie euclidienne par deux, on décide que si on dessine un petit triangle rectangle avec une longueur, enfin horizontalement dx et verticalement dy, on va donc avoir un petit élément de longueur dx. Et au lieu de dire simplement que par le théorème de Pythagore, en ds au carré, c'est dx au carré plus dy au carré, et bien on change un petit peu. Et on dit que ds au carré, dans cette géométrie, c'est dx au carré, dy au carré, et on va diviser par y au carré. Donc on change vraiment de géométrie, ce qui veut dire que la formule, le terme de Pythagore n'est plus vrai dans cette géométrie. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique, voilà, si je prends le même triangle avec x et y et que je le monte ou je le descends, ben, comme le y va changer, ça va impacter finalement la petite longueur ds. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, si tu es très près de l'axe des abscisses, donc avec y tout petit, et ben, cette quantité devient énorme. Ça devient tout d'un coup une grande longueur. Et alors, comme de la même manière qu'ici, je peux quand même définir la longueur d'un chemin dans cette géométrie. Donc, dans cette géométrie, ben, je vais aussi, par exemple, me donner un point A qui est ici, un point B qui est là. Et donc, même question, comment je fais pour aller avec le plus court chemin entre A et B? Le chemin vraiment qui minimise la distance. Alors, est-ce que c'est, comme précédemment, le segment de ligne droite? On peut le dire, peut-être que oui. Alors, sauf que, en fait, ce segment de ligne droite, par exemple, il passe dans la zone où Y est vraiment petit. C'est de manière très heuristique. Tout le long du chemin, j'ai Y qui est vraiment petit, ce qui fait que ma quantité que je calcule, donc la longueur de gamma dans cette géométrie, maintenant, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient intégrale de 0 à 1. D'abord, elle devient, qu'est-ce que c'est la longueur de gamma? D'abord, c'est l'intégrale de ds de l'angle de gamma. Et donc, ici, pour cette géométrie, ça devient l'intégrale de 0 à 1. Alors, si. Donc, ça va faire cette fois. Voilà la différence par rapport à. Maximum. Donc, voilà la différence ici. C'est qu'on a maintenant ce dénominateur virgule. Okay. Alors, donc, ça veut dire que si on reste sur ce chemin, le y de t il va être relativement petit, donc on va intégrer quelque chose qui est assez grand. Et donc, c'est peu probable qu'on arrive à minimiser la longueur du chemin entre A et B, juste en restant sur cette ligne horizontale. Alors que, par exemple, on pourrait se dire, si on évite un peu la zone où y est petit, on va vers de grandes valeurs de y. Par exemple, on compte comme ça. Et ben, on va quand même. Alors, peut-être on va quand même être dans une zone où y est plus grande, donc où cette quantité sera plus petite. On a peut-être une chance d'obtenir à la fin quelque chose d'une intégrale plus petite. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment on fait vraiment pour savoir quelle va être la forme
du chemin qu'il faut suivre. Non. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà la réponse. Oui. Un arc de cercle, du coup. Alors, arc de cercle, mais vous pouvez préciser. Il devra être perpendiculaire au bord du demi-plan. Voilà, c'est ça. C'est vrai que après, ce qui va se passer à la fin, c'est que la bonne réponse, ça va être ce demi-cercle, à condition qu'il passe par les points arrivés et qu'il soit perpendiculaire au bord. Alors, ce genre de chemin qui minimise cette longueur pour cette géométrie-là, on appelle ça une géodésique, un arc de géodésique. Et en fait, c'est ce qui généralise la notion de ligne droite, mais à des géométries qui sont différentes. On ne parlera plus forcément de ligne droite parce que la ligne droite, le trajet en ligne droite, il n'a pas grand intérêt dans cette géométrie. Ce qui sera intéressant, ce sont plutôt les géodésiques. Alors voilà un petit peu pour les motivations. Je crois que j'ai déjà fait le tour de 3 exemples. Et maintenant, donc, le traitement du problème, c'est le suivant. Tous ces problèmes, ils ont un point commun, c'est qu'ils dépendent du choix d'un chemin. Et les chemins, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils relient 2 points toujours entre A et B. Donc, pour ce problème, alors, la position du problème qu'on va choisir de suivre, ça va être de se placer avec 2 points et avec l'ensemble des chemins qui relient ces 2 points. Simplement, on va juste demander que ces chemins restent dans un ouvert de Rn. Donc, on va prendre un ouvert de Rn. Donc, on va prendre 2 points A et B qui appartiennent à B. Et puis, donc, on considère ce qui nous intéresse. Alors, je prends un ouvert connexe. Et donc, on s'intéresse à tous les chemins possibles qui, alors, on va leur demander à ces chemins d'être des chemins de classe C1 et qui restent bien dans cette ouverture. Donc, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, etc. Et donc, on va s'intéresser à l'ensemble de tous ces chemins, c'est-à-dire l'ensemble des gammas, des fonctions. Alors, d'ailleurs, je vais changer un peu de notation. Pour la suite, ça va faciliter la tâche. Le chemin, je ne vais plus l'appeler gamma, je vais l'appeler avec la lettre Q. Donc Q, c'est le nombre de chemins qui va de 0,1 dans Q, de classe C1. Et donc la seule chose de plus qu'on demande à ce chemin, c'est qu'en 0, il prenne la valeur A, et en 1, donc, si vous voulez, ça c'est l'ensemble, c'est l'espace de tous les chemins. Pourquoi tu aurais besoin de rester dans l'ouvert? Il y a une raison? Alors, c'est vrai qu'a priori, disons qu'après ce chemin, je veux le donner à manger à une autre fonction qui peut-être n'est définie que sur un ouvert. Disons, on ne sait jamais, ça peut être nécessaire de se restreindre à un ouvert. C'est vrai que ce n'est pas très important pour la compréhension du phénomène pour l'instant. On pourrait très bien prendre et donc, alors donc, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle alors, avant de parler de Lagrangien, je vais d'abord parler de ce qu'on appelle l'espace des phases. Tout le monde connaît. L'espace des phases, vous connaissez? Pas sûr. Portrait de phase, vous avez vu. Alors, bon, il y a un lien avec ça. Donc, l'espace des phases, si vous voulez, si vous avez juste un point qui se déplace attaché à un ressort le long d'un axe, ben, ça va juste être une coordonnée position, une coordonnée vitesse. Et vous allez voir dans cet espace, dans ce plan de phase, quelles sont l'ensemble des positions et des vitesses prises. Ça va vous décrire des courbes qu'on appelle le portrait de phase, enfin en gros.
Alors l'espace des phases ici, ben, ça va être un peu pareil, sauf que au lieu d'avoir juste une position, ben, j'ai ce chemin. Et puis, ben, au lieu d'avoir juste la dérivée de la position par rapport au temps, ben, je vais avoir la dérivée de cette quantité par rapport au temps. Donc ça va me donner un espace des vitesses, enfin à la fois un espace des positions, un espace des vitesses. Et donc on appelle ça, on va l'appeler TU. Alors les géomètres dans la salle qui connaissent ça, on appelle ça le fibré tangent au-dessus de U. Mais pour nous, ce sera simplement ici U croix RM. Et qu'est-ce que c'est que le TU? Ben, il faut le voir comme l'ensemble des positions. Alors, peut-être pas les appeler Q, mais les appeler X pour l'instant. Donc, l'ensemble des couples où il y a une position et une vitesse. Et il faut vraiment imaginer que la vitesse, le vecteur vitesse ici, de Rn, il est attaché au point X. Pour essayer d'avoir une bonne vision des choses, il faut vraiment imaginer que ce V, il est attaché au point X. Alors, ici, ce n'est pas très important parce que de toute façon, on est dans Rn. Mais si on était dans un espace, dans un univers, non pas de Rn, mais d'un objet comme une surface, par exemple la surface d'une sphère, là, ce serait peut-être plus parlant d'avoir un vecteur. Donc vous avez par exemple une position x sur la surface de la sphère. Et donc le vecteur vitesse, si vous avez un chemin qui est tracé à la surface de la sphère, le vecteur vitesse, c'est un vecteur qui va être tangent à la surface de la sphère, attaché au point x. Il faut imaginer vraiment que ce vecteur v ici, vous avez votre sphère, vous pouvez poser dessus à plat une feuille qu'on va appeler l'espace tangent à la sphère au point x. Et donc, ben, sur cet espace tangent, vous avez dans une certaine direction le vecteur v attaché à ce point x. Et donc, bah, ici, on va simplement. Et donc, et ben, c'est sur cet espace que je vais définir ce qu'on appelle le Lagrangien, qui est cette fonction qui va me permettre que je vais. C'est la fonction qui va être donnée à manger à l'intégrale, un petit peu comme là-bas. Le Lagrangien, c'est ce qui va être l'intégrante qu'on va vouloir minimiser. Donc, le Lagrangien, c'est une fonction qui est définie sur l'espace des phases. Éventuellement, il peut aussi dépendre du temps de manière explicite, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une troisième variable, après ces deux premières variables, une troisième variable de temps. Et puis donc, à la fin, il vous donne une quantité, un réel. Et on va juste demander que ce Lagrangien il soit de classe C1. En tout cas, ça devrait suffire pour la suite. Alors, il y aura une question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce que ça veut dire que... alors, c'est bon. Ok. Voilà. Donc, juste, on demande que le Lagrangien est de classe C1. Et puis, ensuite, on fabrique ce genre d'intégrale à partir du Lagrangien, ce qu'on va appeler, ce que les physiciens appellent, je crois que c'est comme ça, l'intégrale d'action. Action associée à ce Lagrangien. Et ben, alors, en fait, qu'est-ce que c'est que cette action? C'est ce qu'on appelle une fonctionnelle. Alors, pourquoi on peut appeler ça simplement une application? Ben, souvent, quand on a une variable qui est elle-même une fonction définie avec une intégrale, on appelle ça une fonctionnelle. Je ne sais pas très bien. Et donc, cette action. Donc cette action S, qu'est-ce qu'elle mange? Elle va manger des chemins. Donc elle est définie sur C, la valeur en R. Et donc, à un chemin Q, elle va associer S de Q. Et S de Q, qu'est-ce que c'est?
et une intégrale. Alors, un peu comme précédemment, l'intégrale de 0 à 1. Pourquoi de 0 à 1? Tous mes chemins sont définis sur tous les temps entre 0 et 1. De ce Lagrangien. Alors, de ce Lagrangien, simplement, je vais lui donner à manger quoi? Une position, donc un Q de t, qui appartient à U. Ensuite, le vecteur vitesse qui va être attaché au point Q de t, ça va être Q point de t. C'est vraiment le vecteur vitesse le long du chemin Q au temps t. Et puis, donc, éventuellement, une troisième coordonnée. Voilà. Donc, on se retrouve maintenant dans tous les exemples qu'on a vus précédemment. On voulait trouver à chaque fois l'infimum de S de Q lorsque Q décrit tout cet ensemble de chemins. Disons que le problème se posait en ces termes-là. Donc le problème, c'est de trouver lorsque Q appartient à C de S de Q. C'est-à-dire pour un chemin dans le plan euclidien, le Lagrangien, c'est la norme de Q point. Voilà, ouais, exactement. Si, ouais, ça peut être par exemple juste la norme de Q point. Ouais. Alors justement, c'est vrai qu'on peut regarder les exemples. Donc dans le cas où on est dans le plan euclidien, un exemple de Lagrangien, c'est juste la norme de V. Donc par exemple, j'aurais peut-être dû marquer des exemples de Lagrangien ici. Par exemple, on a le Lagrangien de x V. Ça peut être juste la norme de V. C'est ce qui va donner effectivement la distance euclidienne, la longueur euclidienne des choses. Alors un autre exemple, parce que là, il y a un petit souci, c'est que par exemple, cette fonction de V n'est pas si large. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour. Voilà, le problème, c'est que c'est pas si large en gros. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas s'embêter avec ça? On prend le carré. Comme ça, on n'a plus de problème de différentiabilité en zéro. Alors, le seul truc, c'est que, je vais peut-être juste le dire rapidement, mais c'est vrai que plutôt que de calculer, de minimiser l'action avec ce Lagrangien-là pour trouver les longueurs, les géodésiques, on va retrouver les mêmes géodésiques avec cet autre Lagrangien. Et en plus de ça, les géodésiques qu'on trouvera, qu'elles sont parcourues à vitesse constante. Parce que l'énergie, donc on a la longueur d'un chemin qui ne dépend pas trop finalement de comment le chemin est parcouru, pourvu que vous restiez sur ce chemin. Mais en fait, ce qu'on appellera plutôt géodésique, ce sont les chemins qui sont à la fois de plus courte longueur et qui sont parcourus à vitesse constante. Parce qu'ils vont vraiment minimiser cette énergie, cette intégrale avec l'énergie. Bon, voilà donc pour des exemples. Alors, pour s'en sortir, il va falloir qu'on regarde, on va traiter un peu le problème comme s'il s'agissait d'une fonction, et pour trouver l'infimum ou le minimum d'une fonction, par exemple une fonction de plusieurs variables, la valeur réelle, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On regarde où est-ce que le gradient de la fonction s'annule, et puis ça nous donne les points critiques, et peut-être qu'avec ça, on aura bien le plus court chemin. Alors ici, déjà, il faut être capable de dire un petit peu si on peut différencier S par rapport à Q. Alors, heureusement, on peut faire quelque chose avec ça. Donc, c'est un peu l'objet du lemme suivant, c'est que S est différentiel. Et en plus, on est capable, on calculera dans la preuve, en disant déjà que
Ça, on sera capable de calculer la différentielle de S évaluée en un chemin Q. Alors, pour la preuve de la différentiabilité de S, si on regarde comment est défini S. S, elle est définie sur Q, sur C. Sur C, Oui, c'est ça. Tu as une structure particulière sur ton ensemble de C. Ouais. Alors, effectivement, il faudrait une structure. Alors, il n'y aura pas une structure d'espace vectoriel normé sur l'espace des chemins. Mais il y aura quand même une structure, donc il n'y aura pas de structure d'espace de Banach, enfin, espace vectoriel normé complet, mais il y a quand même une structure d'espace avec une distance, ce qu'on appelle l'espace métrique, où on est donc capable de faire la même analyse que sur les espaces vectoriels normés. Donc là, je sais que ça dépasse un peu ce qui est au pouvoir. En fait, vous avez vu les espaces métriques déjà. Ok. Voilà, décalage. Bon, alors, effectivement, l'espace des chemins, il a une structure d'espace métrique. Et pour voir un petit peu à quoi va être égal ces différentiels, on va considérer ce qu'on appelle les variations. On prend un chemin, et sans aller peut-être au-delà dans les détails de la structure de C, on va considérer une variation de ce chemin Q, c'est-à-dire une famille de chemins qui sont proches de Q. Alors, comment ça se passe sur un dessin? Vous avez ici le chemin Q. Et puis, vous avez tout un tas de chemins, une famille de chemins. Comme ça. Et donc, vous avez une famille, on appelle les variations. C'est une famille de chemins QS, avec un paramètre S qui est autour de 0, dans un petit intervalle autour de 0. Donc, chacun de ces chemins est un chemin QS avec une certaine valeur de S. Si je change de valeur de S, je change de chemin. Donc, c'est une famille de chemins de C avec, simplement, ce qu'on demande, c'est que Q indice 0 pour S égale 0, ça redonne bien le chemin Q. Et puis, on va demander, alors là aussi, c'est là qu'il faudrait avoir la structure sur l'espace C, parler de choses comme ça. Mais on va demander que si on dérive ces chemins, cette famille de chemins par rapport à S, eh ben, on obtient, si on fait ça en S égale à 0, donc on fait vraiment la dérivée en 0 par rapport à S, de tous ces chemins, ben on obtient un chemin, un objet qui va être aussi un chemin. Et H, alors c'est par analogie, on pourrait dire que H c'est un vecteur tangent à l'espace des chemins. De la même manière que tout à l'heure, on avait, si je reprends une analogie tout à l'heure avec par exemple un chemin sur la sphère. Je n'ai pas besoin de sphère. Si tu as vraiment besoin d'une structure, tu veux définir ça, tu n'es pas obligé là. Parce que en fait, tu as des chemins à valeur dans Rn. Donc. Alors dans Rn, oui, mais là, je différencie par rapport aux paramètres, oui. C'est que je fais une variation sur l'ensemble des chemins. Tu as une homotopie, tu as des chemins dans tous les sens. Oui. C'est ça, je vois. Là, tu es en train de regarder les chemins transverses. Oui. Mais c'est vrai. Alors, oui, précisément. C'est vrai que tu peux quand même, il y a raison, c'est que tu peux quand même les écrire. Tu peux écrire leurs images là, vectoriellement, si tu veux, et parce que là, le S, tu peux dériver par rapport à la variable de S dans l'écriture des images. Si tu prends QS de T, oui, je pourrais, que tu écris en fonction de T et de S, tu peux oui, dériver par rapport à S. Je pourrais fixer un T. Oui, je pourrais fixer un T. Ça aiderait peut-être à voir. Si tu écris. Enfin, après, c'est pénible à dire pour toi, mais. Non, mais c'est peut-être plus raisonnable, effectivement, de
c'est un T là, de se dire que donc on dérive dans Rn, et donc on obtient à la fin un résultat qui s'appelle H de T. QS égale H de ST, enfin, comment on copie, c'est un Voilà. tableau paramètres. Exactement. Oui, c'est. Bon, peut-être que c'est mieux comme ça. Donc à T fixé, on dérive ces vecteurs, voilà, si vous préférez. Et on obtient donc un vecteur, donc une variation, c'est une calcul, c'est une famille de chemins telle que ceci avait un résultat fini dans Rn. Et ce chemin H, on va dire, comme tout à l'heure, qu'il appartient à que c'est un. Si on prend, si pour nous un chemin c'est un vecteur d'un espace vectoriel, même si ce n'est pas le cas, mais admettons si on avait un vecteur d'un espace vectoriel, ben H ce serait un vecteur tangent. C'est un petit peu comme le point sur la sphère tout à l'heure, qui est joué par le rôle de chemin U. Et puis le vecteur tangent à la sphère en ce point, c'est H. Oui, je vais continuer. Alors le H, il va être, tout comme la famille de chemins qui était tous C1, il va être aussi de classe C1. Et H, donc, ça va être justement un chemin qui va aller de 0,1 dans la reine de classe C1. Et alors, le fait que H soit obtenu comme ça, c'est obtenu comme la limite, on a dérivé une variation de chemin QS, notamment que H, et aux extrémités, ils n'ont pas bougé ces chemins QS, donc effectivement, H de 0 va être égal au vecteur nul de Ln et H de 1 aussi. Donc voilà, c'est d'ailleurs comme ça qu'on pourrait décrire justement cet espace tangent à H. Peu importe. En tout cas, H, il satisfait ses propriétés. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je vous ai... Parce que maintenant, je voudrais regarder ce qui se passe quand j'injecte ces chemins Q indice S dans mon action. Et puis le but du jeu, c'est qu'à la fin, j'aurai une quantité qui dépend de S, que je vais essayer de dériver par rapport à S. Et donc, je vais avoir besoin de dériver sous signe intégral. Et là, on va utiliser des théorèmes que vous connaissez, de dérivation sous signe intégral. Donc, si on considère, on va dire la fonction de deux variables, donc si on considère la fonction avec deux variables st qui associent, alors non pas tout l'intégral, mais ce qu'il y a dedans plutôt. Donc, on va avoir un QST, donc ça, c'est ce que vous allez obtenir quand vous calculez f de QS. Cette fonction, je ne rentre pas trop dans les détails, mais elle satisfait toutes les hypothèses de votre théorème de dérivation sous signe intégral. Du théorème. Il a inscrit un autre nom, ce théorème, on va en dire. De dérivation sous le. Pas Leibniz. Je n'appelle pas Leibniz aussi, théorème de Leibniz. Ouais, on laisse ça. Le théorème de dérivation. Sous l'intégrale. Alors pourquoi? En fait, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier que par rapport à chaque variable, c'est continu. Par rapport à la variable S, on vérifie que ceci est de classe C1, juste par rapport à la variable S. Et puis qu'il y a une domination qui vous permet de conclure avec ce théorème. Donc ça va être le cas parce que notamment vous êtes sur ça va être le cas, c'est clair. Peut-être ça va être localement le cas. Alors, je ne vais pas effacer mon action. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir
On utilise ce théorème, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, ça c'était F, on va donc pouvoir dériver, on va donc pouvoir conclure que ceci, finalement, puisque c'est la fonction K, c'est aussi l'intégrale de tout ce que j'ai à voir, et bien que ceci est dérivable. Et ben, la dérivée par rapport à S, et ben, ça va être simplement l'intégrale de la dérivée de tout ceci. C'est-à-dire que tout va bien se passer et on va pouvoir dériver sous signe intégral. Alors, c'est là que maintenant, pour l'instant, je vais juste écrire ça. Des fois, je l'oublie un peu de mettre tous les T parce que ça en fait beaucoup. Donc, on peut dériver sous le signe intégral. Alors maintenant, on va calculer ça. On peut un peu arranger cette expression. Alors, comment on va faire? On a ici une fonction de 3 variables. Un t est fixé. Donc, on a 3 variables, enfin, on a 2 valeurs dans Rn, une qui est t. Donc, on va dériver par rapport à S en faisant la règle de dérivation. Alors, ça veut dire que tout ça, on va d'abord commencer par dériver L par la fonction le Lagrangien par rapport à sa première variable. On va faire déron L. Donc la première variable, on l'appelle Q, donc je vais écrire ça déron sur déron Q. Évaluer donc en tous ces points. Donc, alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même aussi dériver ce qu'il y a dans la première coordonnée de L par rapport à S. Donc, alors je vais expliquer ce point après. Mais donc, je vais ensuite écrire la dérivée de QS par rapport à S. Et puis, on recommence avec cette fois la deuxième variable. Donc, je vais avoir déron L sur déron Q point, dérivée de L par rapport à la deuxième variable. De la même chose. Et puis cette fois multiplié par. Enfin, multiplié. Alors par quoi? Par le D sur DS et de Q point de S. Alors il va falloir que je dise un peu quelque chose là-dessus. Et voilà ce qui se passe donc si on applique un petit peu comme ça à 100 à l'heure la règle de dérivation. Alors d'abord, j'espère que vous n'êtes pas perturbé par ça. Et par ça aussi, parce que là, quand je dis que je dérive par rapport à la première variable, je dérive quand même par rapport à n variables d'un coup. Puisque Q, c'est ce QS de T, c'est un élément de Rn. D'accord. Bon, il faut simplement comprendre ça comme le gradient par rapport au vecteur position. Et puis on fait ici le produit scalaire avec cet objet qui est aussi, si j'évalue en T, et donc, même chose ici, par rapport aux n variables suivantes. Okay, donc j'espère que ça ne vous fait pas trop peur. Au pire, imaginez qu'il y a juste une variable et puis une direction pour la vitesse, si ça fait beaucoup. En tout cas, voilà, c'est une dénotation contractée pour dire qu'on fait tout ça. Et puis alors, maintenant, je vais vraiment m'intéresser à 100 en 0. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est le calcul évalué en 0, parce que ce qu'on dira plus tard, c'est qu'on fera l'hypothèse que mon chemin de Q, c'est vraiment l'extrémum, donc il va annuler la dérivée, et donc je vais avoir besoin de la valeur de 100 en 0. Donc si j'évalue en 0, j'ai cette formule maintenant. Alors, si j'évalue en 0, je vais retrouver Q point, donc le chemin qui était en jaune tout à l'heure, Q point de T, Q point de T, etc. Et puis, alors ici, qu'est-ce que je vais retrouver? Le D de QS sur DS
en S égale à 0, ben, c'est h de t. Donc au début, ça va bien se passer. On va retrouver d'abord donc, le d rond L sur d rond Q. Alors donc, cette fois en Q de t, en de t. Et donc, eh ben, en évaluant 0, on obtient le h de t qui est ici. C'était mon chemin qui va aussi de 0 à 1 dans Rn et qui s'annule en 0. C'était ma variation. Et puis ensuite, il y a le deuxième morceau. Donc la fin du crochet. Alors dans la fin du crochet, il va y avoir le T rond L sur mon point. Il y a la même chose que ici. Et puis, maintenant, il y a lui. Évalué en S égale à 0. Alors là, ça demandera un peu de justification. C'est pas très propre tout ça peut-être. Mais cet objet, c'est, si on regarde bien, c'est d sur ds de d sur dt de qs. Et donc, petit tour de passe-passe. On va normalement, effectivement, que. Voilà, un peu la physique. Ça va changer l'image. Disons, pour que ça soit propre, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Il faudrait que la fonction de S et de T ici soit de classe C2. Et on pourrait appliquer le lemme de Schwartz. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe si on échange les dérivations? On va avoir d sur dt. Et puis, on va avoir d sur ds de qs de t. Et donc, en évaluant ça en s égale à 0, ben, je vais retrouver ici le h de t. Et donc, je vais avoir ici d sur dt de h de t. Donc, h point de t. Donc, avec la dérivée de h de t. Alors, dernière chose maintenant à faire. Et ben, ce dernier terme, qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour que on aimerait bien en fait avoir quelque chose en facteur de h de t. Et là, j'ai un h point de t. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ce dernier terme? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme opération? Donc, on a toujours intégral de 0 à 1. Et j'intéresse juste le deuxième terme qui est dans le crochet. Là, j'ai la dérivée de h par rapport à t. Et j'aimerais bien que ça se présente un peu sous cette forme-là. Comme ça, je pourrais mettre vraiment le h de t en facteur de tout le monde. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Oui. Une intégration par partie. Et ouais, on va faire une intégration par partie. Donc la dérivée par rapport à t ici, on va la faire changer de place en intégrant par partie. Ici. On change de place, donc on va d'abord écrire que c'est le terme entre les crochets. Et donc pour t entre 0 et 1. Alors tout de suite, on va voir que ce crochet là, il va partir puisqu'on a ces conditions. Donc ce crochet déjà, il va pas rester longtemps. Et ensuite, donc, on continue l'intégration par partie. Et on va avoir que la dérivée temporelle, la dérivée par rapport à t, va se mettre ici. Donc on va dériver par rapport à t ce terme ici. J'ai envie d'écrire des arguments. Et donc, le tout, cette fois, c'est l'air avec h de t divisé donc, comme ici. Et enfin, on obtient l'expression qu'on voulait de la dérivée de s. C'était vraiment le dernier calcul un peu long. On obtient finalement cette expression qui est l'intégrale. Alors cette fois dans le crochet, donc on a d rond L sur d rond Q moins d sur dt
des ronds sur des ronds. Et le tout, donc, produit scalaire avec donc, quelque part, on pourrait presque dire, on pourrait dire que ça, c'est la différentielle. Maintenant, ce qu'on vient de calculer, c'est la différentielle de S au point Q prise contre le vecteur H. En notation avec les différentiels, je ne sais pas si vous voyez ça, c'est ça qu'on a. En quelque sorte, comme ça, on obtient le gradient un petit peu de la fonctionnelle S. Ok. Donc maintenant, le problème pour nous, c'était de savoir à quelles conditions un chemin Q minimise cette fonctionnelle. Maintenant, on va pouvoir énoncer le résultat et dire que la chose suivante. C'est donc le théorème qui donne en fait les équations de Euler-Lagrange. Pour point de vue des notations pour eux, c'est mieux de dire si le point c'est le produit scalaire, là, il y aurait le gradient. Si tu veux mettre la différentielle, tu mettrais peut-être une parenthèse. Oui, ça fait beaucoup. D'accord, ça serait appliqué à H. Tu mets un point, sinon tu... Oui, c'est pas le même, oui, ça. Merci, ça fait des points. Pour apprendre avec les notations qu'on leur apprend. Oui, merci. Comme il a noté point gradient. Un point, c'est Oui, gradient. Voilà, le dernier point que j'avais mis, que j'ai enlevé, c'était pas un produit scalaire. C'était plus du tout un produit scalaire. C'était, ça voulait dire évaluer. Donc, il faut mieux mettre des parenthèses. Ok. Alors, donc, le théorème dit la chose suivante. Il dit que donc un chemin Q qui appartient à C est une extrémale, hein, c'est-à-dire une extrémale de S. Alors, on ne fait pas encore la différence entre maximum et minimum. Alors, ça pourrait même juste être un point critique. Donc, si on prend vraiment le mot extrémale, dans un sens très large, on pourrait juste avoir un point critique. D'accord? Par exemple, c'est quelque chose que vous connaissez quand vous avez des fonctions de plusieurs variables. Si le gradient est nul, ça ne veut pas forcément dire que vous avez un maximum ni un minimum, ça peut être juste un point sel, mais sans forcément que ça soit un extrême. Donc le mot extrémal ici, il est vraiment à prendre au sens large. Donc ce point, c'est une extrémale, enfin, ce chemin plutôt, c'est une extrémale de S. Si et seulement si, il satisfait les équations de Euler-Lagrange suivantes. Si et seulement si, donc quel que soit t, entre 0 et 1, et ben on a bien d rond L sur d rond Q, évalué en Q de t, Q de t, qui est égal à d sur dt de d rond L sur d rond Q point, évalué en la même chose. Et c'est ce qu'on appelle les équations de Euler-Lagrange. Ça veut dire qu'en fait, c'est tout ce crochet qui est nul. Tout le crochet dans l'intégrale. Alors, je ne vais pas rentrer dans. Je vais zapper la fois. Mais disons que l'idée, c'est de dire que tout ce que j'ai fait là, je l'ai fait pour. Là, je l'ai fait pour une variation donnée, c'est-à-dire que j'ai pris une famille de chemins QS. J'ai pris une famille de chemins QS autour de Q, avec donc avec leur tangent H, avec un chemin tangent H, si on veut. Mais j'aurais pu faire ça pour toutes les variations que je voulais, avec donc n'importe quel chemin H de cette forme-là, n'importe quel. Voilà.
Donc pour toute fonction de classe C1H comme ça, eh ben, j'ai fait ça. Donc, alors pour ce théorème, donc pour le C-ci, on a déjà la condition est suffisante. Hein. Si vous avez bien ce qui est encadré en jaune, et ben, vous injectez là-dedans, ça fait 0. Et donc, pour toutes les. Vous avez donc une extrémale de la fonction KS associée f de Q de S, quoi qu'il arrive. Et donc, pour tout âge, c'est-à-dire que pour tout âge, vous avez effectivement que ceci est nul. Et réciproquement, donc si vous partez de l'hypothèse que Q est une extrémale de S, et ben, vous avez pour n'importe quel chemin H de cette forme que ceci est nul. Alors, c'est la partie un peu moins évidente. Comment on fait pour en déduire que ce crochet est nul en choisissant bien le chemin H. Voilà. Est-ce que vous voulez que je rentre dans les détails pour ça ou pas trop? On peut peut-être passer à des exemples, à des applications. Mais si vous voulez, dans l'esprit, c'est la même preuve que pour montrer qu'une fonction positive continue qui n'est pas identiquement nulle sur un segment a une intégrale strictement positive. C'est vraiment le même genre de manipulation. Alors, par exemple, on peut regarder ce que ça donne sur un des exemples qu'on a vu. Donc, par exemple, en géométrie, dans la géométrie du demi-plan de point carré, on peut regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, le Lagrangien, le demi-plan. Alors, le Lagrangien, on avait vu, c'était. On avait dit qu'il valait mieux prendre le Lagrangien d'énergie. Ça veut dire qu'il fallait prendre. Donc ici, alors qu'est-ce que c'est que le Q ici? C'est la coordonnée x, y, qui appartient donc au demi-plan, donc avec. Et donc Q point, c'était quoi la dépendance de ce Lagrangien en Q point? C'était juste le carré de la norme de Q point divisé par y. C'est une façon de traduire que tout à l'heure, on avait donc dx2 plus dy2 divisé par. Alors là, peut-être c'est y carré. Divisé par y carré. Et donc, effectivement, si après dans l'intégrale, en évaluant t, puis en injectant l'intégrale, on retrouve la longueur du chemin de tout à l'heure dans le demi-plan de point carré. Alors, ici, donc, si Q est une géodésique, c'est-à-dire la géodésique, ça veut, par définition, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire extrémale de S pour de l'action associée à ce Lagrangien. Donc, du S associé. Et ben, on va donc pouvoir écrire les équations de leur Lagrange. Qui donc ici, après c'est très courant. Donc, on va donc pouvoir écrire ça. Et il n'y aura plus qu'à essayer de résoudre ces équations. Alors d'abord, calculons la dérivée du Lagrangien par rapport à Q point. Ici, la dérivée du Lagrangien par rapport à Q point. Alors, c'est peut-être pas très clair ici. Ce qui sera peut-être plus clair, c'est d'écrire ça, c'est x point carré. Et donc, nous, on va avoir besoin, pour chacune de ces coordonnées, d'écrire ces équations de leur Lagrange. Donc, vous allez avoir, par exemple, d-1 sur d-1 x point à calculer. Et donc, ici, d-1 sur d-1 x point, on
de l'exploit qui apparaît juste ici, ça va faire sur y carré. Ensuite, si je veux continuer à écrire mon équation de Lagrange, il faut d'abord que je dérive par rapport à t ce que je viens d'obtenir. Donc on fait l'hypothèse qu'on est sur un chemin, c'est-à-dire que Q c'est une fonction qui a t associe un chemin dans le temps comme ceci. Il faut bien garder ça en tête. Donc on va pouvoir dériver par rapport à t ce qu'on vient d'obtenir ici. Et alors, si on dérive par rapport à t, très classiquement, on va avoir 2x point sur y carré, et puis moins 2x point, donc moins 4x point sur y cube fois y point. Donc ça nous fait un fragment ici. Et puis on peut aussi calculer donc d sur d en x. D'autre part, d sur d en x, il n'y a pas de x ici. Donc, ça nous fait une première équation. Une première condition sur les géodésiques, sur le chemin géodésique, c'est cette condition. Bon, pour l'instant, on obtient des équations, c'est bien beau. Les résoudre et trouver le chemin, la forme de la géodésique, on verra que c'est quand même un autre problème. Mais on obtient déjà des équations, des conditions sur les dérivés successifs. Donc on pourrait faire pareil avec la variable y. On pourrait faire pareil. Et pour l'instant, on obtient comme ça donc, une mise en équation du fait que Q est une géodésique. Et en fait, c'est ça, ces équations de Lagrange, elles servent à mettre en équation. Et en physique, c'est très utilisé parce que il y a un Lagrangien qui marche très très bien dans plein de problèmes physiques, en mécanique notamment. En mécanique du point, par exemple, en mécanique du solide. Et ben, un Lagrangien qui marche bien, c'est de prendre l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle dans le cas où vous êtes dans un système où toutes les forces dérivent d'une énergie potentielle. Bien signé moi. J'ai insisté, j'ai bien signé. C'est pas EC plus ED, c'est un EC moins E. Et donc, par exemple, si on prend un exemple très simple, alors, pas forcément, mais si on prend par exemple l'énergie cinétique qui va s'écrire de cette forme. Et puis l'énergie potentielle, admettons que c'est juste une fonction de la position. Et qu'est-ce qui va se passer si j'écris les équations de Lagrange avec ça? Je vais d'abord avoir les équations de Lagrange. C'est l'heure de rentrer. C'est toi qui décides là. Ouais, après, je ne veux pas non plus. Ça s'éternise. Après, je pense en 5 minutes, je peux conclure. Disons que voilà. Ça sort. Je vais juste finir avec quelques erreurs pour aujourd'hui. Julien pense que tu peux aussi, tu nous feras un deuxième truc. Peut-être que, je ne sais pas si ça vous dirait mercredi prochain. On peut peut-être essayer. Pour essayer la suite. Puis après, ce sera en fonction de vos questions aussi. Peut-être si on. Est-ce qu'on pourrait à 16h mercredi d'après? Mais alors, vous n'êtes pas tout le monde. C'était pour nous, pour Michel. Nous, on a cours. Vous avez fou. Voilà, ça On verra ça plus tard. Okay. Alors, non, c'était juste pour dire, donc, si on prend
Voilà, si on prend donc la dérivée par rapport à Q point, là, si on fait le d sur d Q point ici, donc peut-être juste ici, il n'y a que ici dans quelque chose, en fait, il faut comprendre que c'est le gradient par rapport à la variable de Q point. Donc on va vraiment juste avoir M Q point. Donc on va commencer par d sur d Q point. C'est juste M Q point. Donc c'est à valeur vectorielle. Ici, on a bien un vecteur, parce qu'on a pris le gradient d'une fonction. Okay. Et puis, donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de dériver tout ça. Et donc, vous allez trouver, si elle est constante, nq point, qui va donc être le vecteur accélération. Et puis, d'autre part, si vous faites dμl sur 0q, ici, le seul endroit que je vais dériver, ça va être là, ça va être ici, donc ça va être moins dV sur 0q. Et voilà, ce qu'on a dit, c'est que si c'est un vecteur, c'est une notation en fait de dire qu'on prend simplement le gradient V par rapport à la variable positive. On obtient quoi? On obtient que dans un tel système, où vous avez juste des forces qui dérivent d'une énergie potentielle, et le Lagrangien, les équations de Lagrange vous donnent les équations du mouvement. C'est quelque chose de très général. Dès que vous avez ce cas de figure, par exemple, dans des tas d'exemples de la mécanique qu'on ne rentrait pas, on obtient donc les équations du mouvement. Et les équations du mouvement donc, qui sont égales entre moins le gradient d'énergie potentielle devient la force associée à cette énergie potentielle. Donc on retrouve le principe, les équations Newton, le principe fondamental de la physique. Voilà. Historiquement, ça, c'est vraiment. Alors, oui, non, en fait, ça ne fait pas tout à fait le fait de voir que les équations du mouvement proviennent de ce Lagrangien. Apparemment, ce serait plutôt à Newton. Milieu du 19e siècle. Donc Lagrange ne faisait pas de la mécanique avec ça, il faisait une variation. Alors Lagrange, par exemple, il faisait, je ne suis pas sûr, hein, mais à une époque, les gens s'intéressaient à analyser un petit peu comme ce qu'on a au début, le problème du brachistochrone, la vie sur une gouttière, avec trouver le minimum. Et Lagrange s'intéressait à ce genre de choses. Il y avait même toute une ribambelle de mathématiciens et physiciens qui s'étaient lancés des défis. Et c'était de savoir qui le premier trouverait la forme de la gouttière optimale. Et il se trouve que c'est un arc de cycloïde, mais ça a pris beaucoup de temps pour être résolu. Et, donc c'est vrai que c'est un peu injuste pour les autres parce qu'on parle de Lagrange, mais en fait il y a eu du monde avant qui a posé des pierres à l'édifice. Dans l'exposé, dans le résumé, je suis un peu inclus sur les mots, tu parlais du théorème de Noether. Oui, alors, je n'ai pas encore eu le temps. Alors, le théorème de Noether, c'est que ici, on a obtenu des équations, et après, on veut les intégrer, ces équations, on veut les résoudre. Et le théorème de Noether, il arrive là. Donc, ce sera, oui. Et ce sera peut-être pas pour nous. Prochaine fois. Ouais, peut-être, là, je crois, on a déjà bien vu les équations de Lagrange. Je vais les faire un tout petit peu rigoureusement, pour voir un petit peu la base mathématique derrière. Et après, le théorème de Noether, c'est un théorème qui donne ce qu'on appelle des intégrales premières. Et les intégrales premières, c'est autrement dit des constantes du mouvement. Et qui dit que c'est un Noether de Noether et ce théorème dit que si vous avez des symétries, alors même une infinité de symétries en continu dans un système, par exemple symétrie de rotation,
alors vous allez avoir des quantités conservées, des constantes de mouvement. Et ça, c'est tout un programme. Je peux vous raconter ça si vous voulez la prochaine fois. Merci beaucoup. Alors, on redit mercredi 17h, mercredi prochain 17h, pour vous, c'est l'horaire qui est bon?